Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi les réalisateurs de Hollywood, qui vivent dans des manoirs à 20 millions de dollars, sont aussi obsédés à l'idée de vous dire que l'effort ne mène à rien? Mais pire encore, vous êtes-vous rendu compte de la manière dont cette obsession à vouloir détruire la morale, l'effort et l'amour véritable vous rend malheureux sans même que vous vous en aperceviez? Au début, je pensais que tout cela n'était que l'hypocrisie d'une industrie qui critiquait le rêve américain, jusqu'à ce que je prenne conscience de quelque chose de bien pire. Ce n'est que la face cachée de l'iceberg. La réalité, c'est que le cinéma moderne est en train de détruire notre santé mentale. On a voulu nous vendre le cynisme comme de l'intelligence, la promiscuité comme de la liberté et le nihilisme comme de l'art. Et avec ça, on nous a mis un but en pleine lucarne. Cela fait des décennies que nous répétons comme des perroquets ce refrain selon lequel les grandes œuvres sont une critique du rêve américain, alors qu'en réalité, ce sont des autopsies d'esprit dévorées par leur propre ego. Mais bien sûr, il est plus facile de dire que le système est pourri et de vivre en victime, plutôt que de reconnaître que nous sommes les seuls responsables de nos misères. Cette vidéo n'est pas faite pour plaire. Si vous croyez que la vie consiste à se plaindre du système, à vivre comme une victime et à détruire la moindre trace de tradition, de famille et d'amour véritable au nom d'une fausse liberté, cela va vous faire mal. En revanche, si vous êtes piégé dans cette mentalité froide et matérialiste qui réduit l'amour à une transaction biologique et l'effort à une obsession du statut, on vous a refilé la même horreur, mais sous une autre étiquette. Les uns se sont rendus face au dogme, les autres face au cynisme. Mais les deux partagent la même maladie. Ils sont terrifiés à l'idée d'admettre que quelque chose de pur puisse exister. Cette vidéo est faite pour ceux qui pressentent qu'on est en train de nous voler quelque chose de sacré. Pour ceux qui croient encore à la valeur de l'effort, à la dignité de l'âme et à la beauté de regarder sa moitié dans les yeux, en sachant que l'amour véritable n'est pas une utopie du passé, mais le seul refuge qui nous reste. Ce voyage n'est pas une question d'idéologie de masse, il s'agit de retrouver la raison. Restez si vous voulez voir le problème invisible du cinéma, celui de notre société, et celui de notre propre âme. Nous allons d'abord commencer par les fondations de cette supercherie, par ces films pris en otage par le récit du désespoir. Des œuvres extraordinaires auxquelles la critique pédante a attribué des interprétations absurdes, destructrices et, honnêtement, lâches. Des chefs-d'œuvre que l'industrie utilise comme un étendard pour vous convaincre que le progrès sain est une utopie, dédouanant ainsi une société qui préfère embrasser le victimisme plutôt que de se regarder dans un miroir. Et le patient zéro de cette manipulation est, sans aucun doute, Scarface. Combien de fois avez-vous entendu dire que Scarface est la critique ultime du rêve américain et du capitalisme? On nous a appris à voir l'ascension et la chute de Tony Montana comme la preuve que le système est pourri et que l'effort honnête ne sert à rien. Mais ceux qui défendent cette thèse souffrent d'un aveuglement intellectuel alarmant. Pour comprendre l'origine de cette tromperie, il faut regarder celui qui en a écrit le scénario, Oliver Stone. Un homme qui a écrit cette histoire au pire moment de sa dépendance à la cocaïne, y projetant ses propres démons. Et quelle est l'ironie? C'est que Stone a réalisé le véritable rêve américain grâce à ce film. Il est devenu millionnaire, libre et un pilier intouchable de Hollywood. Il a triomphé grâce au système et à ses efforts. Pourtant, le fond de commerce de cette industrie consiste exactement en cela. Des réalisateurs et des scénaristes qui s'enrichissent de manière indécente en utilisant les libertés et le capital d'une nation pour ensuite vous tourner des œuvres qui vous expliquent que chercher la prospérité relève du monstre. Ils vendent de la culpabilité parce que la culpabilité est cotée en bourse. Brian De Palma n'a pas filmé une critique économique dans Scarface. Il a filmé un avertissement spirituel sur un homme qui souffrait d'un vide chronique de l'âme. Tony Montana ne chute pas parce que le système est injuste. Il chute parce qu'il remplace la morale par l'ego et l'amour par la possession. Si le rêve américain est cette idée que n'importe qui, à force d'efforts, peut aller loin pour s'offrir une vie digne, où diable est la critique dans Scarface? Tony fuit Cuba, un pays privé de liberté et d'opportunité. Il arrive aux États-Unis et, dès le premier instant, il trouve du travail. Il avait l'opportunité d'une vie nouvelle, loin de la misère. Mais le type décide de vendre de la drogue, de tuer son patron, de lui voler sa femme, de devenir accro à la cocaïne et de s'acheter un manoir avec un tigre. Regardez-le froidement, les yeux nettoyés de toute propagande. Il y a un moment précis dans le film où la théorie de la culpabilité sociale s'effondre. Le mythique montage musical de Push It to the Limit. Dans cette séquence, Tony est déjà sorti de la misère absolue des camps de réfugiés. Il a déjà l'argent, le contrôle du réseau, le manoir et le statut. Il a atteint le succès matériel.
Si le film voulait nous dire que s'efforcer de prospérer est mauvais, le système l'aurait détruit pendant son ascension. Mais le système n'a fait que l'avantager. Et c'est lui-même qui s'est détruit la vie par son manque de morale et de repères. Il y a une scène qui définit à la perfection le mal-être dont je parle. Tony, ivre et anesthésié dans un restaurant de luxe, entouré d'opulence, hurlant face au vide. So say good night to the bad guy. Go on. Il avait tout sur le plan matériel, et il était mort sur le plan spirituel. Regardez sinon Le Loup de Wall Street de Martin Scorsese. L'interprétation de bas étage dit que Jordan Belfort est le capitalisme à l'état pur. Mensonge. Belfort est un parasite. Il ne produit rien, ne construit rien, n'apporte aucune valeur au monde, il ne fait qu'escroquer des travailleurs pour financer des orgies et des yachts. L'effondrement de sa vie n'est pas une critique du système, c'est la preuve que si vous réduisez votre existence à des chiffres sur un écran et à du sexe sans amour, vous finissez par perdre votre famille, votre liberté et votre dignité. Et c'est exactement le même aveuglement analytique qu'on applique à There Will Be Blood. Ils disent que c'est la critique définitive du capitalisme. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Daniel Plainview est le reflet de l'homme qui a remplacé Dieu par le contrôle absolu. Sa pathologie n'est pas de vouloir de l'argent, c'est de ne pas supporter que quelqu'un d'autre réussisse. Il détruit son corps, sabote sa propre famille et rejette toute trace d'amour ou de communauté dans le seul but de voir jaillir le pétrole. Il ne prend même pas les meilleures décisions économiques. Il est capable de perdre des fortunes à la seule fin de s'isoler du monde et de ruiner les autres par pure superbe. Plainview bâtit des infrastructures, crée de l'emploi et fait sortir la richesse du néant. Le système fonctionne. Le problème n'est pas l'échiquier, c'est le joueur. Il décide délibérément de vendre son âme au diable en échange du pouvoir absolu, extirpant la morale et la loyauté par pur ressentiment envers l'humanité. L'effondrement final de sa vie dans ce manoir vide n'est pas la faute des affaires, c'est le prix de son propre orgueil. Mais l'apogée est atteinte avec American Psycho. Il s'imagine, avec une naïveté déconcertante, que la déshumanisation est un défaut exclusif du capitalisme. Comme si le collectivisme d'État ou le communisme avaient été historiquement des oasis de connexion spirituelle, et non des machines tragiques qui ont réduit l'être humain à un simple numéro de production pour l'État. Le vide moral ne connaît pas de système économique. Patrick Bateman n'est pas un homme qui veut prospérer par son travail et fonder une famille. C'est un homme sans âme, un psychopathe qui incarne le vide moral et le matérialisme le plus absolu. 4 personnages, 4 chefs d'œuvre et un seul et même diagnostic. L'ambition de ces personnages est une pathologie, une tentative désespérée de remplir d'or un vide qui ne se guérit que par l'amour. Et c'est là que le business de l'industrie vous déprime profondément. Hollywood vous prend ces exemples de cupidité maladive, vous les étiquette faussement comme « le rêve américain » et s'en sert pour vous dégoûter de l'effort digne. Mais le piège parfait n'est pas que vous les preniez en grippe, c'est que vous tombiez dans la réaction inverse. C'est croire que vous allez échapper à leur matrix en accumulant les billets, le statut ou les femmes comme des trophées. Les deux chemins mènent exactement au même endroit, à la dépression et à la mort de votre propre âme. Prenez conscience des similitudes. Les deux voies sont matérialistes, ne croient pas à l'amour romantique, sont nihilistes, vous maintiennent dans une faim insatiable de validation et vous obligent à consommer la vie au lieu de la vivre. C'est le coup de maître pour bousiller votre santé mentale. Ils vous fragmentent l'âme pour que vous ne trouviez jamais la paix. Et pendant que vous débattez pour savoir si vous êtes une victime du système ou un requin de la finance, on vous vole la seule chose réelle, ce qui donne un sens à l'être humain depuis la nuit des temps. La capacité de reconnaître l'amour véritable, de créer un refuge et d'apprécier le simple fait d'être en vie. Mais si vous pensiez que ce virus se limitait à dévoyer les classiques du passé, préparez-vous, parce que ce qui arrive maintenant est infiniment pire. Nous entrons dans le domaine de la profanation délibérée. Le cinéma actuel a cessé de nous mettre en garde contre le vide. Désormais, il le fabrique industriellement. On ne vous déguise plus la cupidité en succès. On vous emballe la misère spirituelle, l'hypersexualisation et la destruction de l'espoir, et on vous dit que c'est ça, la putain de réalité. Regardez bien ce qui va suivre, parce qu'une fois que vous aurez vu le problème en face, vous ne pourrez plus vivre sans chercher l'antidote. Si le cinéma du passé nous a laissé des avertissements sur les dangers de perdre son âme, l'industrie actuelle a pris une décision beaucoup plus perverse. Normaliser votre propre destruction et vous la vendre comme quelque chose de sain et de libérateur. Il ne tourne plus pour vous prévenir du vide. Il tourne pour vous convaincre que le vide est la seule chose qui existe. Avez-vous remarqué à quoi ressemble le cinéma d'aujourd'hui ? Visuellement, le cinéma moderne est désaturé, terne. Tout est gris, bleu foncé, lugubre. Ils ont banni la lumière chaude et les couleurs vives parce qu'un écran déprimé est le reflet exact d'un esprit déprimé. Ce n'est pas un choix artistique, c'est l'esthétique du désespoir.
Il vous plonge dans une atmosphère aseptisée, froide et morte, pour que votre cerveau assimile que l'existence est tout aussi grise. C'est la couleur que perçoivent les yeux atteints de dépression clinique. Mais c'est encore le moins grave. Le véritable crime réside dans la réalisation et l'intention. Le cinéma moderne a remplacé la beauté par la laideur, l'épique par le cynisme et la rédemption par le trauma chronique. Autrefois, la tragédie cinématographique ne cherchait pas à vous détruire, elle cherchait à vous racheter. Le cinéma du passé filmait l'imperfection humaine, mais il prouvait que la valeur de l'effort, le dévouement moral et la romance véritable étaient les seules armes capables de donner un sens à la douleur et de sauver notre propre dignité. Plus maintenant. Aujourd'hui, le héros n'existe pas. Le cinéma actuel est obsédé à l'idée de vous dire que nous sommes tous victimes de nos traumatismes, que l'être humain est intrinsèquement misérable et que tenter de s'améliorer est une naïveté mièvre. On nous bombarde d'un message subliminal mais constant. L'innocence est une faiblesse, la pureté un mensonge et le nihilisme la seule posture intelligente face à la vie. C'est une machine parfaite, conçue pour normaliser le mal-être et vous faire croire que l'apathie spirituelle dans laquelle vous vivez est une forme de maturité, alors qu'en réalité, c'est une mort programmée. Ce n'est pas une tendance minoritaire du cinéma. C'est l'axe central de toute la culture de masse actuelle. Une marée qui inonde tout, depuis l'ensemble des salles de cinéma jusqu'aux classements musicaux. C'est présent dans le cinéma d'auteur qui gagne le Festival de Cannes comme chez le plus grand géant de l'industrie. Regardez ce qu'ils ont fait de Star Wars. Le voyage du héros, qui depuis la Grèce antique servait à enseigner aux jeunes la valeur du sacrifice, de la loyauté et du dépassement de soi, a été broyé. En ce qui concerne la nouvelle trilogie, ils ont pris Luke Skywalker, le symbole ultime de l'espoir, de la pureté et de la rédemption, pour le transformer en un vieil ermite lâche, cynique et déprimé qui a baissé les bras face à la vie. Pendant ce temps, Rey naît en étant parfaite et surpuissante par l'opération du Saint-Esprit. Il n'y a aucun effort, aucun sens. Ils veulent vous faire croire que la vie n'est que pur hasard, qu'il n'y a rien au-dessus de nous. C'est la religion du moi, l'inflation de l'ego. Parce qu'ils savent qu'une personne vide cherchera à combler son manque par les vices, les perversions, le consumérisme et les idéologies. Alors qu'un homme qui trouve un sens, qui, comme on le sait depuis le début de l'humanité, réside dans le sacré et dans l'amour de sa moitié, ne tombera pas dans les pièges du système, puisqu'il n'a aucun vide à combler. Marvel est un autre reflet de la maladie que je vous expose. Une palette de couleurs qui évoque la dépression et un récit qui a déconstruit les mythes pour se vautrer dans le cynisme. Ils ont remplacé le vrai drame humain par des vannes détachées au milieu d'explosions numériques. Dans le cinéma de super-héros actuel, rien n'est sacré, rien n'est pris au sérieux, la mort n'a aucun poids, et le sacrifice est une blague méta-référentielle. C'est le fast-food de l'esprit. Ils vous maintiennent shootés à coups de stimulation visuelle vide et de dopamine bon marché pour que votre cerveau oublie ce que signifie ressentir une véritable émotion humaine. Une noble douleur ou une victoire arrachée avec l'âme. Mais attention, ne croyez pas que les intellectuels échappent à cette infection. Bien au contraire. Le cinéma de réalisateurs comme Lars von Trier, Yorgos Lanthimos ou Michael Haneke est purement sadomasochiste. Des types dotés d'un talent technique hors norme, mis au service d'un désespoir absolu. La critique pédante les encense parce qu'ils montreraient la cruauté humaine sans filtre, avec une honnêteté brutale. Mais il y a une frontière très mince entre dénoncer la noirceur de l'être humain et s'y vautrer de façon maladive. Leurs œuvres ne vous font pas réfléchir. Elles vous obligent à regarder un accident de la route au ralenti pour vous convaincre que l'être humain est un fléau maudit sans rédemption possible. Haneke vous filme le meurtre d'une famille pour vous dire que vous êtes un malade de le regarder. Von Trier vous montre le deuil de parents qui virent aux mutilations macabres sans aucun but. Et Lanthimos capture des humains sans foi ni loi dans les perversions les plus extrêmes possibles, pour vous vendre cela comme une analyse de l'être. C'est du sadisme intellectuel emballé dans de la haute culture. Ils ont imposé le dogme selon lequel, pour qu'un scénario soit profond, il doit obligatoirement être sordide, froid et destructeur. S'il y a de l'espoir, ou ne serait-ce qu'un sens, pour eux c'est commercial. Si cela vous détruit la psyché, alors c'est de l'art. Mais ne vous méprenez pas. Je ne réclame pas la fin heureuse enfantine de Hollywood, mais un cinéma qui a une âme. Il est infiniment plus difficile de canaliser les symboles de l'inconscient collectif pour éveiller une émotion profonde que de vomir du vide et du sadisme pour vous faire simplement vous sentir mal. Le véritable génie n'utilise pas son ego blessé pour vous traîner dans la misère. Les dieux du cinéma agissent comme des ponts pour vous connecter à votre psyché, à l'amour et aux archétypes éternels. Ils ne vous enfoncent pas dans la boue, ils vous élèvent vers des vérités universelles, même si cela fait mal. Et si vous pensiez que le venin se cantonnait aux explosions de Marvel ou à la pédanterie de Cannes, préparez-vous, parce que nous n'avons pas encore touché le cœur de l'infection. Le véritable crime, la radiation qui est en train de pourrir notre psyché dans la dépression et le vide le plus absolu, ne se trouve pas dans les extrêmes. Il est dans le quotidien,
dans ces séries et ces drames modernes que vous dévorez sur votre canapé, et surtout dans la musique qui inonde vos écouteurs. Je vais commencer par quelque chose de subtil, mais qui va vous faire mal. La La Land. On nous l'a vendu comme le film romantique ultime de notre génération, mais c'est une autre arnaque cynique. À la fin, les protagonistes sacrifient leur amour et se séparent par pur égoïsme professionnel, préférant leurs carrières individuelles plutôt que de construire une vie ensemble. Tout au long de l'histoire, l'amour était le centre de la vie, la chose la plus grande, ce qui donne un sens à l'être humain, quelque chose pour lequel on était prêt à mourir. Maintenant, ils le mettent au même niveau que d'avoir un bon boulot. L'industrie vous vend le fait que sacrifier la romance sur l'autel de la réussite personnelle est une preuve de maturité, alors qu'en réalité, c'est la victoire du narcissisme. En ce qui concerne l'usine à traumatisme que vous consommez quotidiennement sans vous en rendre compte, parlons-en clairement. Regardons Euphoria et son créateur, Sam Levinson. Il nous la vend comme le portrait honnête de la génération Z, mais la réalité est beaucoup plus perverse. Levinson est un réalisateur obsédé par son propre passé de toxicomane. Un homme qui a touché le fond dans sa jeunesse et a réussi à se sauver grâce aux alcooliques anonymes. Cette institution est née précisément d'une lettre de Carl Jung, qui soutenait que l'addiction est une soif spirituelle dévoyée, qui ne se guérit que par une connexion avec le sacré, l'amour et un but supérieur. Do you now believe in God? Now, I don't need to believe. I know. Levinson s'est accroché à cette bouée de sauvetage pour sortir du gouffre. Il a eu besoin de la transcendance pour récupérer son âme. Pourtant, une fois le seuil de la sobriété franchi, il a renié la lumière qui l'avait guéri pour s'agenouiller devant le nihilisme de l'industrie. Il utilise un budget de plusieurs millions de dollars pour hypersexualiser la jeunesse, enrobant la profanation de la morale, l'addiction clinique et la maladie mentale dans un emballage de néons et de paillettes. La série est le reflet littéral de la vision moderne, destructrice et perverse du sexe. Si les deux sont consentants, tout est permis. Ils réduisent le sexe à un fétiche et à une drogue où l'on utilise l'autre comme un jouet. Et je ne parle pas de paraphilies extrêmes. Je parle du couple ordinaire qui a besoin de jeux de rôle, de déguisements et de poses calquées sur le porno sous prétexte de se renouveler. C'est forcer un engrenage avec des artifices parce que cette personne n'est tout simplement pas votre moitié. Et ce n'est pas du puritanisme ni de la peur du plaisir, c'est tout le contraire. Quand l'amour est véritable, la nudité de l'autre suffit. Le plaisir est un feu spirituel infiniment supérieur à n'importe quelle perversion. Le reste n'est qu'une drogue qui ne vous rassasie jamais, pour combler un vide là où la connexion fait défaut. Pour couronner le tout, la série montre les personnages décents et romantiques comme des êtres refoulés, malheureux ou instables psychologiquement. En revanche, elle dissèque les adolescents promisques comme s'ils étaient les icônes d'une libération incomprise, élevant la dégradation au rang d'art et transformant la perte de dignité en la seule voie possible vers la maturité. Évidemment, le problème ne concerne pas uniquement Euphoria. 90% du cinéma actuel est contaminé. Challengers vous montre des relations modernes où l'amour n'existe pas. Il n'y a que de la manipulation, du statut et une intimité utilisée comme une arme narcissique. On vous inocule l'idée qu'ouvrir son cœur à quelqu'un est un truc pour les idiots. C'est la même chose avec Saltburn, où le parasitisme et la dépravation sont banalisés par une jolie photographie. Un film conçu pour vous frapper à l'estomac et vous convaincre que la beauté n'existe pas. Je pourrais donner des milliers d'exemples. Vous n'avez qu'à ouvrir Netflix ou les réseaux sociaux. C'est la norme de notre société. Et la preuve définitive qu'ils veulent détruire la moindre trace de pureté apparaît lorsqu'ils s'attaquent aux classiques. Les Hauts de Hurlevent n'est pas seulement mon livre préféré. Il est considéré de manière quasi unanime comme le plus grand livre d'amour de l'histoire. C'est le portrait le plus pur, le plus précis et le plus extrême de l'amour éternel. Un roman sombre, certes, mais pas parce que la relation est perverse, parce qu'elle est si belle que si vous la séparez, vous provoquez un enfer où la morale meurt. Pourtant, ce qu'ils ont fait avec la nouvelle adaptation est tellement horrible que je ne vais pas mettre d'image du film, parce que, sincèrement, cela me donne envie de vomir. Ils ont transformé l'amour le plus élevé en un couple d'obsédés sexuels, morbides et infidèles. C'est tellement affreux que je refuse de donner plus de détails, mais vous pouvez imaginer le reste. C'est, sans exagérer, comme prendre Roméo et Juliette et le transformer en 50 nuances de Grey, mais en bien pire. Et puis il y a le reggaeton, qui bon, est tellement évident qu'il n'y a même pas besoin d'argumenter. C'est le même vide, mais multiplié par 1000. Ce n'est plus seulement que musicalement c'est de la merde, c'est que l'industrie vous l'injecte dans les veines au quotidien, conçu pour que même les enfants normalisent le fait de se traiter comme de la viande jetable. Si tout ce qui précède vous paraît grave, dites-vous bien qu'on a rythmé notre quotidien avec ce genre pour que personne ne puisse échapper à l'infection. Mais assez regardé la boue. Je n'ai pas fait cette vidéo pour vous déprimer ni pour vous convaincre que le monde est maudit.
Si je vous laissais dans cette boue, je commettrais la même trahison que l'industrie, vous vendre du désespoir. Et mon intention est exactement inverse. À présent, arrive la partie la plus importante, salvatrice et nécessaire de ce voyage. Je vais vous montrer le cinéma qui vous élève véritablement. Les œuvres capables de reconstruire votre santé mentale et de vous rappeler ce qui est pur. Parce que le monde extérieur peut continuer de s'effondrer, mais si vous protégez ces vérités dans votre esprit, votre raison sera sauve. Désintoxiquer son âme n'est pas une utopie. C'est aussi concret que d'éteindre les immondices modernes et de se tourner vers les véritables temples de l'histoire du cinéma. Tout n'est pas pourri. Il y a eu un temps, et il reste des réalisateurs, où l'honneur, le sacrifice et l'amour étaient considérés comme des territoires sacrés. Regardez Akira Kurosawa, l'humanisme le plus pur à l'écran, où la rectitude morale et la dignité de l'être humain sont la base inébranlable de tout. Ou plongez dans les hôtels d'Andrei Tarkovsky, où chaque plan est une prière visuelle conçue pour reconnecter votre âme à la transcendance, au mystère de l'existence et au sacré. Le parrain lui-même vous montre le prix à payer quand on trahit ses valeurs et qu'on se laisse emporter par l'ambition. Même la Dolce Vita vous montre pendant 3 heures le vide de l'hédonisme. Mais il ne se limite pas à vous montrer que la fête vous détruit et n'a aucun sens. Il dissèque également le vide intellectuel et le vide spirituel, pour en revenir au fondement de la vérité, l'amour et la pureté. Et vous n'avez pas besoin de vous cantonner au cinéma en noir et blanc. L'épique absolu et saint reste vivant dans des œuvres impérissables comme Le Seigneur des Anneaux, où la loyauté, l'amitié inconditionnelle et la lutte pour le bien ne sont pas une blague cynique de chez Marvel, mais le moteur du monde. Au sein du cinéma moderne, il y a encore des sauveurs. Wim Wenders nous offre Perfect Days, où un homme décide qu'il ne se laissera pas emporter par la modernité et préserve sa routine presque religieuse, ses livres et ses vieilles cassettes. Le film ne vous montre pas que c'est facile, bien au contraire, mais il vous montre que c'est la seule chose vraie. Pourtant, s'il ne fallait choisir qu'un seul film qui contient tout, qui en plus d'être le film de ma vie et l'un des meilleurs de l'histoire détient la vérité la plus absolue, c'est bien Paris, Texas. Tout ce qui compte dans la vie est dans ce film. On y voit un homme qui a fui tout le monde depuis 4 ans. Je ne vais pas entrer dans les détails pour ne pas vous gâcher l'intrigue, mais à mesure que le film avance, on découvre la vérité. Un homme et une femme se sont reconnus comme un seul et même être, comme 2 moitiés qui n'auraient jamais dû être séparées. Leur monde tourne absolument autour de l'autre. Quel est le problème ? C'est que l'intensité de cette connexion est infinie. Soit on se fond complètement en elle, soit l'ego, la jalousie et l'insécurité vous font fuir pour ne pas blesser l'autre. C'est cet amour dont on nous a dit qu'il était un mensonge, mais il existe. Cette nostalgie inexplicable avec laquelle nous naissons tous trouve sa réponse en cette personne. Et comme le système le sait, il cherche à vous faire combler éternellement ce vide avec de la merde. C'est un lien qui ne connaît ni la distance ni le temps. Il ne se crée ni ne se détruit. Il est, tout simplement. Cette œuvre est un voyage sacré sur la rédemption, l'ego, le passé et la plénitude. Je ne vous dérange pas plus longtemps. Tout ce que je pourrais vous dire, Paris, Texas le fera mieux. Si vous sentez que cette chaîne peut être votre refuge au milieu du bruit, abonnez-vous et donnez votre soutien. Aidez-moi à prouver à l'algorithme qu'il reste encore des gens qui cherchent la vérité. Et si vous connaissez quelqu'un piégé dans le cynisme ou dans le vide de cette industrie, transmettez-lui cette vidéo. C'est peut-être l'antidote dont il a besoin pour se souvenir de la beauté. Merci de prendre soin de votre âme. On se donne rendez-vous au prochain voyage.